Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence, voilà, pour ce dernier événement de l'année qu'on a choisi de faire en ligne pour qu'il soit le plus accessible possible parce qu'on sait qu'on est très parisiano-centré en France, forcément, pour plein de soucis de commodité. On fait tout. En plus, on a un magnifique campus à Paris. Maintenant, si vous ne l'avez pas encore visité, je ne saurais que trop vous recommander de venir le voir. Et là, on s'est dit, voilà, pour finir la saison en beauté, puis aussi parce qu'on a eu cette opportunité de dernière minute avec Alan qui nous donne un peu de son temps, alors que c'est un garçon très occupé que je vais vous présenter dans un instant. Voilà, on s'est dit, bah voilà, partageons ce sujet fédérateur autour des mythes et légendes autour de l'innovation. Voilà, donc c'est la dernière de l'année pour le club Innovation, un club qui compte désormais donc 4 permanents qui travaillent d'arrache-pied, qui a déjà organisé 14 événements. Voilà, c'est le 14e cette année, voilà, pardon, le 14e cette saison, depuis que le club existe, le 6e cette saison. Donc on est très heureux. Je me permets dans le chat de vous mettre tout un ensemble d'éléments, voilà, si vous êtes plus ou moins familier avec le club. On a une liste de mails pour annoncer, on a tous les événements qui sont annoncés en ligne, on a un groupe WhatsApp sur lequel vous pouvez poser des questions, partager des ressources, on a toutes les anciennes conférences sur une chaîne YouTube, on a aussi toutes les ressources, les slides communiqués par les participants des anciennes conférences. Tout ça, c'est librement accessible et on ne saurait que trop vous encourager à y aller. Et pour l'heure, aujourd'hui, voilà, donc pour cette dernière de la saison, c'est un grand plaisir pour moi d'accueillir Alan Cohen, donc Alan que j'ai rencontré il y a une petite année maintenant et avec lesquels voilà, on a décidé de vous parler des technologies, au-delà des technologies disruptives, déconstruire les mythes et les idées aujourd'hui qui viennent gangréner voilà, l'image de l'innovation et qui viennent souvent entacher sa bonne compréhension. Donc, Alan va s'exprimer pendant une quarantaine de minutes, à peu près 35-40 minutes, et après, on gardera le temps qui nous reste pour faire des questions-réponses, et ensuite, on ira tous déjeuner. Donc, j'espère que ça va bien pour vous, que vous m'entendez bien. Vous n'hésitez surtout pas à nous adresser vos questions dans le chat. Voilà, avec Violaine, on les prendra pendant qu'Alan discute. Et puis, on va adresser toutes les questions à la fin. Et donc, sans plus de transition, voilà, je vais poser ma première question à Alan. Donc, bienvenue à Alan. C'est à toi de jouer. Est-ce que tu peux donc te présenter à l'audience et nous présenter un peu ton parcours? Ouais, tout à fait. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je suis psychosociologue, spécialisé dans les nouvelles technologies, dans l'accompagnement au changement et en fait, depuis, 7 ans, j'accompagne un certain nombre d'entreprises, des grands groupes, des petits groupes, sur des questions, de technologie, mais plus globalement même de services, de changement de comportement en fait, comment on peut comprendre, les changements et donc notamment en fait, moi, j'ai vraiment avoir des connaissances de psychosocial, de psycho du travail, créativité, psycho-cognitive et l'idée, c'est d'accompagner le changement, voire de travailler sur des questions d'acceptabilité de technologie ou de service, c'est-à-dire comment une technologie ou un service est accepté, mais on peut même, avoir ce concept de manière plus large, c'est-à-dire, j'aime bien parler du confinement. Ouais, on a et des notions d'acceptabilité des différents confinements et oui, on peut travailler là-dessus, comment une population va accepter ou non, heu et on peut aussi avoir des problématiques d'UX, d'expérience utilisateur et donc voilà, un certain nombre de mots-clés comme ça qui peut vous parler, acceptabilité, émotion, plaisir d'usage, mais aussi sens au travail et cetera. Donc moi, je travaille sur ces logiques-là et à partir de méthodes de recueil, en fait, moi, j'ai une formation de recherche et à partir de la data, d'avoir une bonne donnée, et donc tout ça concrètement, moi, je vends des études sociologiques, psychosociologiques et en fait, j'accompagne l'entreprise pour favoriser la conception d'outils ou de nouveaux services, adaptés, et adoptés par les populations cibles. Alors, tu es venu nous parler d'innovation aujourd'hui, Ouais. donc un thème qui est cher à ton cœur et sur lequel tu travailles beaucoup. Est-ce que tu peux nous définir ce terme et nous expliquer la raison pour laquelle on a choisi ce terme aujourd'hui et pourquoi il paraît important d'en parler? Je vais pas le définir tout de suite, je vais laisser un peu de suspense, on va voir que c'est pas si simple de le définir. Mais en tout cas, effectivement, il y a un li il y a il vous avez voilà, je vais poser quelques questions là, j'espère que ça vous fera réfléchir et c'est un peu le fil conducteur de tout ce travail-là, que j'enclenche, hein, heu, sur un projet, même de recherche, en fait, plus global de doctorat et en fait, comment j'en suis arrivé à là? Donc moi, en accompagnement, en fait, sur le terrain et en passant beaucoup de temps avec des acteurs d'innovation, sur des petites boîtes ou des grosses boîtes et différents profils des designers, il y a quand même des questions qui viennent en suspens, et notamment, cette omniprésence du terme dans tous les discours, que ce soit professionnel, même économique, on va dire même politique et donc on peut se poser une question, quand un mot est utilisé, est omniprésent, quel est son sens réel, quoi? Et il y a un peu cette idée-là et d'ailleurs c'est une idée très, lexicale, même lexicométrique, c'est-à-dire plus un mot est présent, est exprimé, moins il a de sens ou plutôt plus il a de sens, en fait, plus il veut tout et rien dire.
et moins un mot est utilisé, c'est les mots techniques, hein, les mots professionnels, on utilise très peu, des mots qu'on utilise très peu, en fait, ils ont beaucoup de signification. Donc, on peut se poser la question, juste par son omniprésence, qu'est-ce qu'il veut dire réellement? On a par exemple Étienne Klein, ça vous intéresse, il y a une conférence, même plusieurs là-dessus, qui est assez intéressante. Il y a même certains auteurs qui vont dire que voilà, l'innovation a remplacé même globalement l'idée de progrès. On a aussi un certain nombre de personnes qui se déclarent experts en innovation, et ça amène à pas mal de questions, c'est-à-dire, en fait, à partir de quels éléments on peut se sentir expert en innovation, encore une fois, sur un mot un peu valise. Est-ce que l'expérience de vivre des innovations suffit à être expert? Aujourd'hui, on voit un réseau comme LinkedIn est rempli d'acteurs qui voilà, se présentent comme experts en accompagnement d'innovation. Et on peut se poser la question, est-ce que vivre une à plusieurs innovations suffit finalement à se sentir ou à même être tout simplement expert en innovation? Et puis, il y a vraiment, c'est un peu ça en découle, mais une autoproclamation des entreprises comme innovantes. Et là, pareil, on peut se poser des questions. Quelle entreprise aujourd'hui, quelles entreprises se présentent comme non innovantes? Est-ce que je peux aujourd'hui, en termes de communication, me définir comme non innovant? Qu'est-ce que ça implique? Et donc, comme tout le monde se présente comme innovant, bah, on peut se poser la question, encore une fois, du terme. Et pas que du terme, en fait. Quels sont les enjeux derrière et les vrais usages qui en découlent? Et pour finir un peu ces questionnements, on a en fait une notion, mais comme on peut avoir d'ailleurs sur la notion d'expertise, une notion qui vient de l'intérieur, c'est-à-dire je vais me déclarer en tant qu'entreprise innovant, je vais déclarer mon travail comme innovant, alors qu'on pourrait se poser question, ou en tout cas, est-ce que finalement l'innovation ne devrait pas venir de l'extérieur, un peu comme expert, quoi. Quand vous avez un expert qui arrive et qui commence par vous dire, bah, moi je suis expert sur ce sujet, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment à la personne qui est experte, entre guillemets, de se définir comme experte, ou c'est plutôt aux autres? Donc, on a un certain nombre de questions sur le terme et donc même sur des conséquences concrètes. Et c'est ça, en fait, le fil conducteur un peu de tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui à partir de travaux de recherche, mais aussi d'exemples concrets. Et donc, j'espère que ça vous amènera à poser des questions à la fin. Et en tout cas, j'espère qu'on va dire, on aura réussi notre mission avec Rémi si à la fin, vous posez plus de questions que vous avez de réponses sur l'innovation. Mais d'ailleurs, comme souvent. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet. On passe un peu de cette innovation à même aujourd'hui une innovation qui est salvatrice, c'est-à-dire qu'on a un exemple très concret. Commission européenne en 2020 qui explique que l'enjeu fondamental sur les problématiques environnementales, de pénurie d'énergie, de raréfaction des ressources, de problèmes de santé et de vieillissement de la population vont être réglés, la solution va dépendre de la capacité à innover. Voilà, donc on a vraiment ce mot un peu valise qui devient même un peu un messie, quoi. C'est au nom de cette innovation qu'on va répondre à des enjeux qui ont peut-être été les plus complexes, et puis surtout tous à la fois, sur des problématiques que peut-être que l'humanité aura le plus de mal à répondre. Mais bon, c'est l'innovation qui apparaît là-dedans. Mais il n'y a pas que ce type de profil. On va avoir même le président Emmanuel Macron. Donc là, c'est très simple. On a un entretien de une demi-heure même pas un entretien, une présentation de Emmanuel Macron en novembre 2030. Et moi, j'ai juste pris c'est une demi-heure. Sur une demi-heure, je prends le nombre de fois où innovation il est dit plus de 100 fois. Donc en fait, sur 30 minutes, on a 2 fois par minute, voire plus d'ailleurs, le mot innovation qui est dans le discours d'Emmanuel Macron. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, on est même sur un mot qui est omniprésent, même à l'intérieur d'un discours. Encore une fois, on peut se poser la question de ce que ça veut dire, mais ça a des vraies incidences en fait. C'est pas juste de dire bon bah c'est un délire de chercheur qui s'intéresse à comment le mot est dit. En fait, ça a des incidences concrètes. On a des investissements massifs au nom de l'innovation en interne, mais même en externe. Et là on a pu le voir récemment dernière semaine, on est au nom de l'innovation sur une recherche très forte d'investissement extérieur. Donc ça pose même des enjeux finalement de gouvernance. Et aujourd'hui, au nom de l'innovation, donc sur un mot qui est un peu bancal comme on l'a vu, et on va voir que c'est un peu plus complexe encore, on est à la recherche, voire vendre des capitaux français à l'étranger. Donc c'est pas anodin, encore une fois, pour un terme qui est entre guillemets questionnable ou en tout cas qui pose question. Et puis, dans un autre monde, dans notre trait entreprise, on va avoir un profil comme Bill Gates qui récemment, il y a 3 mois, explique que face aux défis climatiques, l'innovation est le seul espoir. Et là, on commence à toucher un peu du doigt une des problématiques de l'innovation telle qu'elle est conçue aujourd'hui, ou telle qu'elle est perçue, c'est qu'on a ce qu'on appelle un technosolutionnisme qui est ambiant.
Et ça, c'est chez l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire je vais l'expliquer juste après, mais on va avoir une vision centrée sur la conception ou sur les outils qu'on va venir créer dans le processus d'innovation, alors qu'on va voir que c'est un peu plus complexe normalement. Et donc, Oui, on on est voit bien centré. dans les exemples que tu utilises que, en fait, l'innovation, c'est presque une croyance, hein, presque une croyance religieuse à ce stade-là, quelque chose qu'on invoque sans même bien comprendre comment ça fonctionne, mais voilà, en le nourrissant d'espoir et en présentant ça comme la panacée, la réponse à tous les maux. Et on voit dans les exemples que tu vas utiliser là que ça dépasse même ça pour aller sur des cas complètement déments, quoi. Mais typiquement, on est clairement sur presque du scientisme, c'est-à-dire vraiment cette religion de la science qui serait salvatrice et qui finalement amène peu de réponses puisqu'elle est trop limitée, effectivement. Et donc, on va avoir des exemples concrets avec, voilà, aujourd'hui, sur la problématique de CO2, quand on a du technolutionnisme, amène à ce type d'innovation, comme le captage de CO2. Très récemment, sur une grande chaîne, ou en tout cas sur une grande émission, on a eu le président d'Airbus qui nous présente des prototypes ou des avions qui seraient à zéro carbone. On parle vraiment de zéro carbone, quoi. Et sans d'ailleurs contradiction en face. Donc hyper intéressant de voir que, voilà, en plus, c'est des discours qui passent en 2024. Et on a un sujet avec les grandes GAFAM qui nous expliquent qu'en gros, 2040, toutes les GAFAM neutre en carbone. Et ça pose question, puisqu'on quand on sait que ces acteurs-là, on le verra plus tard, sont parmi les plus grands consommateurs d'énergie et émetteurs de carbone, comment ils se retrouvent aujourd'hui euh, officiellement à être neutres en carbone. Et évidemment, c'est d'autres enjeux, mais vous voyez, encore une fois, cette logique-là, elle est centrée sur des outils et on oublie en fait un certain nombre de facteurs. Et quand on oublie un certain nombre de facteurs, effectivement, on peut réussir à montrer que bah, notre technologie, elle va réduire du CO2 sans prendre en compte une logique plus large et qu'on verra juste après. Et donc, il y a une phrase que j'aime bien, Jancovici, mais il n'y a pas que lui qui l'a dit, hein, mais que l'innovation n'a jamais fait baisser la consommation de CO2. Mais bon, cette phrase, elle doit s'expliquer. Et donc, moi, là c'est un exemple typique de comment la psychosociale peut permettre de comprendre ça. On a un des effets, mais c'est pas que ça, hein. Pourquoi l'innovation d'un point de vue technique est problématique, purement technique? Parce qu'on peut avoir des exemples de type l'effet rebond. On a un exemple très concret, la consommation de CO2 des voitures en France. Globalement en Europe, en fait, les voitures sont beaucoup plus petites et consomment beaucoup moins de CO2, enfin émettent beaucoup moins de CO2 qu'il y a 20 ans, 30 ans. Donc, en termes de rationalité, en termes d'innovation, on devrait se dire, bon, bah, la consommation, ou en tout cas l'émission, pardon, d'ailleurs, l'émission de CO2 a baissé. Et en fait, non, on se retrouve que non, puisqu'il va y avoir une compensation avec les SUV et ce qu'on appelle un effet rebond. Si demain vous baissez, vous divisez par deux le coût de l'énergie, on pourrait se dire, bah, les Français ils vont payer moins cher. Mais en fait, non. Ce qu'on remarque, c'est que l'humain va venir rattraper et va venir laisser les lumières ouvertes, etc. Et si on veut comprendre, parce que très récemment, il y a une baisse de l'émission de CO2, au niveau des voitures. Et est-ce que c'est expliqué par les technologies? Non. C'est un autre facteur qui va expliquer ça, c'est le prix de l'essence. Vous voyez qui est extérieur en fait à la techno, c'est-à-dire que vous pouvez améliorer les technos comme vous voulez, ce qui va vraiment faire baisser la consommation, en tout cas la consommation d'hydrocarbures et donc l'émission de CO2. Finalement, c'est un élément presque extérieur qui est le moyen d'utiliser, ou en tout cas le prix pour faire marcher votre voiture. Et donc, ne pas intégrer ce qu'on va appeler la sociotechnique, c'est-à-dire les interactions entre les humains, la psyché, le social, les usages, mais même l'environnement, en fait, les interactions plus globales, ne permet pas de comprendre l'innovation. C'est ça un peu aujourd'hui le sujet aussi sur la déconstruction. Et donc, par exemple, on va avoir des effets très, 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 très nets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va expliquer que, et puis un nouveau, voilà, dans ce domaine-là, en fait, si vous voulez, quand vous êtes dans une logique de technosolutionnisme, en fait, il y a une nouvelle notion qui apparaît, qui est une notion qu'on va voir, hein, qui est pas erronée à la base, mais qui est mal comprise, en tout cas aujourd'hui sur le terrain, on va dire, qui est ce qu'on appelle l'innovation disruptive, et j'en parlerai tout à l'heure, qui n'est pas en réalité comment elle a été construite. Et donc le cas Internet, aujourd'hui, si on vous demande c'est quoi innovation disruptive, on est sur Internet, les gens vont dire Internet. En réalité, quand on analyse le processus d'innovation, Internet ne suffit pas à créer l'innovation. C'est d'ailleurs en fait plutôt l'écosystème, le web, qui a créé vraiment cette rupture. Alors je dis pas qu'Internet, ça n'a rien à voir là-dedans. S'il n'y a pas Internet, il n'y a pas de rupture. Mais ça ne suffit pas. Et c'est ça l'idée aussi que je voudrais vous partager aujourd'hui sur l'innovation, c'est que c'est pas Internet qui change le monde. C'est pas la technologie. C'est pas quand Internet a été créé
que le monde a changé. Ce qui change Internet, ce qui change le monde, entre guillemets, pardon, c'est les réseaux sociaux, c'est les forums, c'est tout l'écosystème qui va se développer derrière. Donc, vous voyez, en fait, Internet, ça ne change pas le monde en soi, c'est nécessaire, mais ça ne suffit pas à créer une rupture. Donc, en d'autres termes, la technologie est nécessaire, l'innovation technologique est nécessaire, mais elle ne suffit pas à expliquer l'innovation au sens large. Et donc, c'est bien la créativité derrière et le développement d'écosystèmes, comme les forums, les blogs et les réseaux sociaux, qui va créer cette fameuse rupture. Et aujourd'hui, on a parlé de l'innovation, mais plus précisément, on a dans le système économique, on a une volonté de vouloir disrupter. Ça, on l'entend beaucoup plus, on l'entend très souvent, et avec une logique erronée. Et un deuxième exemple par rapport à l'innovation, mauvaise compréhension de l'innovation disruptive, c'est celui du smartphone. Quand vous, aujourd'hui, c'est aussi les capacités de l'humain, c'est à faire du storytelling, et en tout cas d'analyser a posteriori, de manière pas forcément très scientifique, et en oubliant certains éléments. Et donc aujourd'hui, si on demande une innovation forte du smartphone, on va penser à l'iPhone. Et on va penser même à l'iPhone 1, qui en fait n'est pas du tout une innovation disruptive à sa sortie, voire même à Apple l'a sorti pas fini. Et en fait, à l'époque, même quand il sort, même s'il y a un petit succès commercial, BlackBerry a beaucoup plus de fonctionnalités. Et en fait, c'était dominer le marché des populations cibles qu'est le travailleur, quoi. Et avec le fameux BBM, qui est aujourd'hui en fait l'équivalent et, euh, et iMessage. Mais vous voyez, en réalité, ce qui crée la rupture sur l'iPhone, sur les smartphones, finalement, c'est l'iPhone 3 et donc son Apple Store, mais encore une fois, ça ne suffit pas. L'iPhone, l'Apple Store, il faut une dernière étape, c'est le développement des applications par un écosystème. Et c'est là où on crée une vraie rupture sur les smartphones. Parce que finalement, si vous avez l'iPhone 3, que vous avez l'Apple Store, mais qu'il n'y a personne qui développe des applications, vous vous retrouvez avec un téléphone qui ressemble sensiblement à un BlackBerry ou l'iPhone 1. Et vous voyez, encore une fois, c'est la mise en place d'un réseau social qui est socialement construit et qui vise à répondre à une population avec une problématique partagée qui amène à l'innovation. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, ce qui est critiquable aujourd'hui dans la logique d'innovation, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser uniquement à la technologie et on va oublier tous les allers-retours qu'il va y avoir entre la population cible et comment elle va s'approprier cette technologie. Et en réalité, les ruptures se placent davantage dans l'appropriation des populations plutôt que dans la conception pure de la technologie. Donc encore une fois, la technologie, elle est nécessaire, elle est vitale, mais elle ne suffit pas. Et aujourd'hui, on est un peu dans cette logique suffisante de dire on va créer des conceptions, on va créer des innovations disruptives dès la conception. Et C'est donc, ça très a des vrais... intéressant cette notion d'aller-retour que tu évoques et sur laquelle on va revenir, parce qu'on va voir dans le modèle que tu présenteras à la fin de cette conférence comment en fait c'est beaucoup moins un fait générateur par un démiurge Steve Jobs qui dit tenez, voilà, c'est pour vous, faites des trucs avec, et c'est en réalité en fait une porosité très grande avec vraiment deux pôles qui s'inspirent énormément pour faire évoluer les usages, souvent en révélant aux constructeurs des possibilités qu'ils n'avaient même pas intégrées lors de la conception originale du produit ou de la technologie en fait. C'est assez prodigieux. Typiquement. Et tu évoques Steve Jobs, une des méthodes qu'a instauré Steve Jobs, c'est de sortir globalement des produits, enfin d'accepter de sortir des produits pas finis. Et c'est le cas de l'iPhone 1, mais d'autres, en fait. Et récemment, on a eu l'Apple Vision. Et pour voir comment les early adopters vont l'utiliser et vont créer potentiellement les usages qui, eux, marqueront vraiment une rupture. Donc, typiquement, on est centré sur Steve Jobs, alors qu'en réalité, aussi, c'est des méthodes presque d'observation et de laisser prise par les populations cibles qui créent effectivement cette innovation. Mais on va le voir plus concrètement. Et ça a des vraies incidences. En fait, c'est pas juste un délire de chercheur qui dit bon, ouais, on a des problèmes de représentation. En fait, aujourd'hui, ça a des vrais problèmes. Ça amène à des vrais problèmes techniques qui est qu'on va pas prendre en compte, ou très peu, les contraintes à la fois humaines et techniques durant le processus de conception. Et donc là, je vais vous évoquer des phrases que vous avez entendues ou que vous allez entendre de votre vie sur des fameux moments d'innovation et qui sont en fait qui ont des conséquences très concrètes puisqu'ils vont amener des erreurs d'innovation en tout cas ou des fausses innovations. Aujourd'hui, on va vous dire bon bah aujourd'hui on va faire un design sprint de quelques jours et on va innover. Ou alors aujourd'hui ne pensez pas aux contraintes pendant cette journée d'innovation. Ou alors, ça arrive très souvent, ne vous limitez pas à la technologie. On verra après comment on va le faire. On a aussi dans le monde de l'UX, on va demander aux utilisateurs l'outil dont ils rêvent et on va voir comment on peut arriver à ce rêve.
Et puis, plus largement, dans le monde de l'environnement, bah, c'est pas grave, on va faire cette technologie qui consomme énormément, mais on va compenser avec le marché carbone. J'aime Donc, vous voyez, beaucoup ta dernière. mais oui, Fais-moi mais actuel. ce que ça, vous voyez, ça a une vraie incidence. C'est-à-dire qu'en fait, d'être centré sur la techno et d'oublier tout ce qu'il y a autour nous amène à avoir ce type de logique qui sont très présentes aujourd'hui en entreprise et qu'on va voir ne répondent pas forcément à cette globalité. Et donc, juste un petit rappel, pour comprendre un peu la mise en situation, mais il y a deux modes de conception de nouveaux produits ou de services globalement, hein. Et on va voir, parce que c'est intéressant dans les mots qui sont revenus, c'est la nouveauté qui est revenue en parlant d'innovation. Et on va voir que c'est pas aussi simple. Et donc, il y a deux types de nouveaux, quand vous faites un nouveau produit, il y a deux manières de faire. Soit vous reproduisez un modèle existant, qui est d'ailleurs une spécificité française, c'est-à-dire on va voir ce service, il marche très bien aux USA. On va l'intégrer, on va le développer en France. Et donc, c'est des productions qui sont déjà éprouvées, mais quand même effectivement qui favorisent des écosystèmes proches, parce que si tout le monde se copie les uns les autres, on se retrouve avec des gros outils qui se ressemblent. Et d'ailleurs, ça ressemble un peu au marché français, où on voit des gros outils un peu où tout le monde se ressemble un peu. Ou sinon, vous avez une autre manière de concevoir des nouveaux services, c'est de concevoir quelque chose de nouveau, avec cette idée qu'il faut disrupter le marché. Et là, effectivement, on se rend compte que majoritairement, en tout cas très souvent, il y a des productions qui sont déconnectées des contraintes. Et donc, en quoi l'innovation de rupture, elle est mal comprise et ça amène à des erreurs? En fait, il y a eu une mauvaise compréhension de l'innovation disruptive, où en fait, aujourd'hui, on est plutôt dans une conception disruptive. On est plutôt sur dès la conception, on cherche la rupture. Et c'est là le problématique majeur. C'est-à-dire qu'au nom de Christensen, vraiment de l'inventeur de l'innovation de rupture ou de conception, ou l'innovation disruptive, en fait, la rupture, c'est celle qui crée, transforme ou change le marché. Oui, c'est pas forcément une proposition nouvelle qui est importante dans l'innovation. D'ailleurs, très souvent, quand on analyse des innovations, l'idée, elle existe déjà. C'est assez rare d'ailleurs. C'est plutôt par l'erreur ou le hasard qu'on va avoir des choses totalement nouvelles. La majorité des innovations, par exemple technologiques, sont du biomimétisme, par exemple, une reproduction du réel. Donc en fait, la nouveauté, même si on est focalisé là-dessus aujourd'hui, en réalité, c'est pas celle qui est plus importante dans la notion d'innovation et notamment la notion de rupture. L'importance, elle est dans la conséquence, en fait. Elle est dans le changement des usages, des marchés, des acteurs. Et donc, on a un passage de l'innovation disruptive qui est liée aux conséquences des innovations, et donc tout le travail et toute la sociotechnique autour, à ce que j'appelle, moi, une conception disruptive, qui veut dire on va concevoir des outils qui vont changer le monde. Donc, au hasard, par exemple, en ce moment, il faut absolument faire des trucs avec de l'IA. Oui, mais concrètement, pour changer quelle habitude ou quelle consommation sur le marché, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'il y ait de l'IA dedans. Au hasard, par exemple. Exactement. Et on va se dire, bon, bah, l'IA, de toute façon, on va le mettre en place et on va voir que ça va marcher, quoi. Et vous voyez, ça amène à des vraies erreurs. Comme là, aujourd'hui, on le voit, on trouve, je vais vous montrer un peu des exemples, mais aujourd'hui, euh, j'accompagne pas mal de projets sur l'IA et puis on discute entre d'autres acteurs. Aujourd'hui, une grande majorité des projets d'IA ont du mal à répondre aux enjeux pour lesquels ils ont été développés, qui est, il faut se dire, remplacer l'humain. Mais on verra juste après, effectivement. Et donc, il y a deux grands types d'erreurs dans la conception disruptive, donc cette fameuse notion de concevoir la disruption dès la conception. C'est soit vous créez une rupture technologique, puisqu'en fait, plus vous faites quelque chose de nouveau, de différent technologiquement, plus vous vous déconnectez de la réalité, enfin, de la contrainte, et donc potentiellement, vous créez des systèmes qui sont instables. Plus quelque chose est neuf, moins il est stable. Et dans une autre logique technologique, si vous créez un système utilise, par exemple, vous passez d'un produit, vous vendez, qui a trois ressources, et aujourd'hui, vous en utilisez un nouveau où il faut 10 ressources différentes, bah, en fait, même dans le temps, vous perdez en stabilité puisque vous êtes dépendant de plus d'acteurs différents. Et donc, il y a aussi cette logique-là que quand on fait de la conception purement disruptive, il y a un risque technologique de rupture au niveau technique et environnemental, en fait, au sens large. Mais il y a une deuxième typologie d'erreur qui est que si vous faites un système qui est trop nouveau, en fait, les humains ne vont pas vous suivre. C'est là où, pour ça que vous pouvez comprendre, je suis spécialiste en fait, enfin, je suis spécialiste. En tout cas, je me spécialise et je travaille majoritairement là-dessus, c'est comment en fait on amène à des changements. Et typiquement, quand vous faites trop de changements, vous pouvez perdre une grande partie des humains. Et on a un exemple concret, et d'ailleurs qui a été avoué par le PDG de l'époque de SNCF, sur SNCF Code Connect, qui était à la fois amené à une forte rupture technologique, et donc ça a amené à énormément de bugs. D'ailleurs, aujourd'hui, 3 ans après, il y a encore
pas mal de bugs. Et depuis 3 ans, en fait, les parties techniques passent leur temps à essayer de répondre et passent leur temps à stabiliser la techno. Donc, vous voyez, ça amène à des erreurs. C'est-à-dire qu'en fait, là, peut-être qu'ils auraient pu l'améliorer. Mais aujourd'hui, la partie technique passe son temps en fait, à essayer de la stabiliser. Et au niveau humain, bah, voilà, tout le monde a vu au moins sur LinkedIn, tout ce qu'on a pu voir, SNCF Connect a été très très mal accepté, perçu. Et donc, vous voyez, là, on a un exemple typique où on a voulu faire une techno à la fois trop disruptive en termes de techno et en termes d'usage. Et en fait, ça ne marche pas. Ou en tout cas, 3 à 4 ans après, on essaie de corriger ces différences-là, ces erreurs-là. Et donc, au niveau, là, on va s'intéresser spécifiquement à la rupture technologique et donc sur l'instabilité. Voilà, aujourd'hui, on a un smartphone où on a plus de 50%, ça dépend des smartphones, qui sont des éléments du tableau périodique, en gros des éléments connus. Et donc, on peut se poser la question, et c'est pas le seul, on a vraiment des experts qui se posent la question, est-ce qu'on sera capable de produire les mêmes smartphones dans 20 ans? Probablement non, ou probablement que si oui, à quel prix? On peut se poser la question à quel prix. Et d'ailleurs, aujourd'hui, une des raisons principales de l'explosion du prix des smartphones, c'est effectivement qu'ils sont plus complexes, mais ils sont plus complexes. Peut-être, je ne sais pas, on n'est pas expert, mais en tout cas, peut-être que le téléphone sera à un prix encore plus impressionnant et on verra, est-ce que ce sera possible d'avoir un téléphone de cette technologie-là dans 20 ou 30 ans? C'est questionnable. Et donc, on a un peu ces innovations qui sont globalement parfois décorrélées des réalités physiques. Donc, on a les monnaies virtuelles qui explosent et concrètement, elles font exploser la consommation d'eau et d'énergie. Et donc, on peut se poser la question, dans un contexte environnemental de plus en plus contraint, mais quelle durabilité des innovations pour l'industrie du numérique? Et il n'y a pas que l'industrie du numérique, mais je vais prendre ces exemples-là. Donc, par exemple, entre 2013 et 2017, la consommation énergétique du secteur numérique a progressé de 50% et donc est passée de 6 à 10%. Donc, elle double en 4 ans. Donc, imaginez aujourd'hui où on en est et imaginez en fait à quel point ça progresse. Et donc, dans ce même élément d'énergie, on va avoir des problématiques de ressources. Et aujourd'hui, en fait, la demande en cuivre est vraiment, aujourd'hui, c'est un vrai problème, le cuivre, la gestion du cuivre. Et par exemple, il n'y aura pas de transition énergétique sans cuivre. Donc aujourd'hui, on ne sait pas à quel point ce sera facile ou pas d'avoir du cuivre. Et on a les mêmes problèmes avec le nickel. Et les prix sont envolés. Et on ne sait pas à quel point, en fait, le prix va encore peut-être s'envoler. Puisqu'encore une fois, si la demande explose tellement que finalement, même si on en trouve encore du nickel, bah, la demande explose plus que la ressource est disponible. Et donc, on peut aussi, et là, on revient sur l'exemple de l'IA, les projets d'IA font exploser la consommation d'eau d'entreprises comme Microsoft, plus de 34%, et donc 6 milliards d'euros potentiellement dans les années à venir. Google qui explose sa consommation d'eau de 20%, et chaque année, en fait, ça augmente. On a les consommations d'énergie de serveurs qui augmentent de manière exponentielle. Et en fait, aujourd'hui, une entreprise qui fait majoritairement de l'IA est une entreprise qui doit gérer de l'eau et de l'électricité. C'est hyper important de l'avoir en tête parce que c'est là aussi, quand vous êtes centré sur la technologie, finalement, vous déconnectez la réalité physique. Et donc, on peut faire des innovations comme ça, sans penser qu'aujourd'hui, enfin demain, aujourd'hui, Google etc., toutes les boîtes d'IA aujourd'hui qui développent l'IA, travaillent énormément pour essayer de trouver des solutions d'eau et d'électricité. Je rebondis sur ce que tu dis parce qu'un chiffre récent aussi qui est stupéfiant, pareil, qui vient d'une conférence de Jean Covici, c'est qu'il y a une corrélation très facile à observer entre la progression de la consommation d'électricité et l'augmentation du chiffre d'affaires des GAFAM. Et en fait, on voit à quel point ils sont dépendants de l'électricité puisque c'est quasiment linéaire. Si le chiffre d'affaires progresse, l'électricité suit à peu près le même truc. Et c'est dingue parce que dans la partie des charges, l'électricité représente en fait un poste de dépense relativement faible par rapport au salaire, par exemple. Mais en réalité, si tu coupes l'abondance énergétique, bon, bah, en fait, tu impactes très, très directement le chiffre d'affaires, en fait, bien plus que si tu touches aux employés. Complètement. Et donc, on peut se poser aussi la question bah, demain, si dans 10, 15, 20 ans, le prix de l'électricité, en tout cas, c'est un vrai enjeu. D'ailleurs, ils deviennent dépendants des enjeux d'électricité et d'eau. Et donc, au niveau des usages, on va avoir d'autres exemples. On peut se poser en fait la question, OK, est-ce que c'est vraiment des innovations et pour quelle utilité réelle, en fait? C'est-à-dire, bah, par exemple, en 2012, on a une étude de l'APEC, donc qui travaille sur les cadres, qui montre qu'en fait, la majorité des technologies sont peu adaptées au travail. Et une des raisons, c'est que très peu de cadres sont sollicités lors de la conception ou le choix d'un nouveau logiciel. Sinon, on a très, très récemment, là,
à Davos, on a un chercheur du MIT, donc c'est une étude de plusieurs années et qui va sortir là, il nous donne les résultats. Sur 1500 situations de travail, ils ont étudié. Dans 80% des cas, l'humain coûte moins cher que l'IA. Et donc, en fait, on a des technologies qui sont développées sur des sujets qui ne sont pas forcément justifiés. Parce que, effectivement, les IA génératives, surtout les dernières versions, sont très belles, voilà, amènent en tout cas à faire rêver. Mais concrètement, si elles sont faites pour remplacer l'humain, aujourd'hui, sur pas mal de situations, l'humain, en termes d'erreurs et de flexibilité, même si on peut avoir, encore une fois, on a aussi des mythes dans ces fameuses technologies innovantes. Et donc, pour revenir précisément sur l'innovation, là, on arrive un peu aux définitions. Donc, c'est déjà, même dans la recherche, c'est un concept qui a plusieurs définitions. Tantôt, elle va être centrée sur l'innovation, sur l'invention elle-même, et on verra tout à l'heure ce que c'est l'invention. Parfois, sur le processus de conception et de nouveauté, un peu ce qui est ressorti tout à l'heure aussi dans les questions au début. Et puis, on va avoir des théories plus sociaux, plus globales, où on va s'intéresser, OK, à la nouveauté, mais aussi et surtout au processus d'acceptation. Et donc, finalement, pour arriver sur les travaux de Latour, euh, plus récents, mais en tout cas, c'est peut-être les plus intéressants, c'est finalement s'intéresser moins sur la nouveauté et davantage sur le processus de diffusion et de succès. Parce que sinon, même si vous amenez quelque chose qui est nouveau, pas forcément nouveau, mais qui change totalement le marché, un peu comme on dit par terre, l'innovation disruptive, c'est ça, bah, finalement, c'est ça qui est intéressant. Pour une entreprise, c'est ça qui est intéressant. C'est intéressant, c'est pas forcément qu'elle crée quelque chose qui est totalement nouveau, euh, à part si on rentre dans les logiques de brevet, mais ce qui est important, c'est qu'elle change radicalement et qu'elle gagne des parts de marché. Donc, c'est ça qui est important. Et donc, aujourd'hui, il y a une grosse confusion entre l'invention et l'innovation. En fait, l'invention, c'est ce qui précède l'innovation dans le sens où c'est une proposition et que c'est une réponse à un problème, tandis que l'innovation renvoie au succès de l'invention. Et donc, c'est ce que on pourrait dire, voilà, on passe de la conception en fait disruptive, on pourrait même se dire voilà, l'invention disruptive. Et là, on voit que même quand on fait toutes ces logiques-là, l'invention disruptive, on voit bien que finalement, c'est assez mou comme concept. Et en fait, toute innovation vient d'une invention, mais toute invention ne devient pas innovation. Et c'est ça qui est important d'avoir en tête, c'est-à-dire qu'en fait, l'innovation, c'est pas juste la conception, c'est vraiment la résultante de processus de conception, oui, mais de processus économiques et sociaux, alors que l'invention est uniquement d'ordre technique. Et aujourd'hui, on est focalisé sur la technique et un peu moins, malheureusement, sur les enjeux à la fois économiques, sociaux et environnementaux. Donc, si Et on donc suit là, ta définition, par exemple, au stade actuel de son développement et de sa popularité, l'IA, pour l'instant, est une invention disruptive, mais pas encore une innovation. exactement. Exactement. Et on va le voir juste après, effectivement. Mais comme un exemple très typique, là, je pense que ça parle à tout le monde, c'est voilà, on a eu un peu ce type il y a eu une mode là pendant un mois, on a vu la Google Vision, l'Apple Vision, où on est au stade de l'invention. D'ailleurs, en fait, aujourd'hui, il y a une chute. Ils sont en train de revoir leurs chiffres, ils sont en train de baisser leur production parce qu'en fait, c'était un succès au tout début, mais en fait, ça n'a pas du tout suivi et aujourd'hui, ils n'en vendent pas du tout. Parce qu'en fait, on est encore au niveau de l'invention. Et peut-être d'ailleurs que ces utilisateurs-là vont trouver, imaginer l'innovation de demain, mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'usage réel de cette invention. Et effectivement, aujourd'hui, l'IA générative, même si elle est très belle et elle donne envie, aujourd'hui, c'est une conception de technologie et elle deviendra innovation quand on arrivera à le transformer en business. Donc, je ne suis pas en train de dire que l'IA générative n'est pas du tout, n'a aucune chance d'être innovation. D'ailleurs, dans certains secteurs, elle est déjà innovation. Ce qu'on remarque, c'est qu'elle est innovation quand elle fonctionne en aller-retour avec l'humain. En fait, l'IA générative qui remplace l'humain n'est pas encore une innovation. Mais il y a des IA génératives qui peuvent qui peuvent, je sais pas, changer les manières de travailler, qui peuvent faire d'un aller-retour. Mais il faut garder, en fait, ce qu'on remarque, il faut garder des experts. Donc l'IA générative telle qu'on la conçoit avec des IA qui, en fait, remplaceraient des humains, aujourd'hui, n'est pas une innovation. Par contre, une IA générative qui vient un peu changer les habitudes, qui vient proposer et discuter, mais en gardant l'humain comme maître et donc expert du sujet, alors là, oui, on peut avoir des innovations qui fonctionnent aujourd'hui. En gros, on va pas, demain, aujourd'hui, si on a une IA qui vous dit si vous avez un cancer ou pas, euh, bon, là, on peut se poser des questions. Par contre, si vous avez une IA qui vous dit, ah, avec votre expert, bah, regarde, là, c'est bizarre, là, c'est étrange, tu peux aller voir, et lui, derrière, ou elle, va faire l'analyse, et effectivement, on va potentiellement trouver des,
un début de cancer, etc. Là, oui, vous voyez, c'est vraiment dans cette idée de remplacement de l'humain. Et donc, encore une fois, la valeur des innovations réside davantage dans les capacités créatrices des utilisateurs plutôt que dans l'outil lui-même. Donc, même quand on développe une innovation, un nouveau service, ce qui est intéressant, c'est plutôt de s'intéresser à ce que derrière, la population cible va en faire. C'est ça, en fait, qui est le grand message d'aujourd'hui. Ne pas s'arrêter uniquement dans la conception à ce qu'on va produire, en fait. Il faut se laisser la possibilité d'être surpris, parce que c'est souvent comme ça que ça fonctionne, l'innovation. Ah oui, Et le d'ailleurs, tableau que tu vas nous montrer, il est stupéfiant. Là, en l'occurrence, on voit à quel point des services qu'on pense aboutis aujourd'hui et dont rétrospectivement, on est certain que les fondateurs avaient une vision claire au lancement. Bah, je te laisse ouais, nous faire bah, découvrir le exactement, tableau, mais il est typiquement, somptueux. en fait, et ça, c'est le travail de Timothée Frein, qui est un designer et product designer, mais qui fait des choses assez intéressantes sur LinkedIn, qui publie des choses. Et en fait, il répertorie, vous avez, et on peut le faire avec, franchement, la majorité des entreprises, quasi jamais. Le succès d'une boîte ou d'une grande entreprise n'est exactement. Là, on parle vraiment des énormes. Enfin, on parle vraiment des technologies de rupture. Mais très rarement, la rupture se fait sur des entreprises qui ont développé un outil qui va être celui qui va créer la rupture. Je vais le dire différemment. En gros, toutes les boîtes, toutes les grandes ruptures ont eu ce qu'on appelle ont pivoté. Et donc, en fait, c'est un processus qui est normal. C'est-à-dire qu'en fait, une entreprise va développer, va commencer un système, et en fait, c'est les meilleures ruptures qui vont changer radicalement les usages ou les marchés, sont celles qui ont changé, qui sont adaptées, voire parfois qui n'ont même pas décidé, sont juste adaptées par rapport à de la technologie. Et vous voyez, mais il n'y a aucune entreprise qui a vraiment cartonné au niveau mondial qui est l'entreprise qu'elle avait imaginée au début. Et c'est hyper important parce qu'en fait, dans une culture d'innovation forte comme les startups, ce concept de pivoter, il est partie intégrante. Je pense qu'ici, ceux qui ont travaillé avec des petites structures voilà, plutôt innovantes, cette logique-là, elle est totalement intégrée. Contrairement dans les grands groupes. On va avoir dans les grands groupes des logiques de je crée un système qui va être celui final. Alors qu'en réalité, dans l'innovation, un des meilleurs, si vous voulez, facteurs d'innovation, c'est de laisser vivre la techno, de laisser vivre l'outil et de voir comment il va être réapproprié et comment il va être recréé. Au Et point donc, même que, ouais, il y ait un parallèle à faire directement avec l'évolution de la vie elle-même. exactement. Il y a un Sheikh Miaï, en fait, qui est un chercheur en créativité et qui a développé le fameux concept de flow. Je ne sais pas s'il y en a qui sont intéressés souvent, ou la zone dans le sport. Il a fait un parallèle, en fait, qui est hyper intéressant pour essayer de comprendre la créativité, entre le darwinisme, finalement, et la créativité. Et du coup, juste pour rappel, on a en fait dans la théorie une mutation génétique presque hasardeuse, et c'est là où c'est très intéressant d'ailleurs dans l'innovation. Mais voilà, dans la mutation génétique, c'est un peu hasardeux. Est-ce que ça a un intérêt ou pas de la mutation? Si ça a un intérêt, ça survit. Et au bout d'un moment, si c'est vraiment intéressant pour le groupe, le gène va être transmis et la mutation apportera à l'espèce. Et dans un dernier temps, cette intégration vraiment fera partie de l'environnement. Et en fait, on peut faire ce parallèle-là avec l'innovation, avec en fait, finalement, un individu ou un groupe d'individus remet en cause le système actuel. Donc, par exemple, vous avez une entreprise comme Apple qui dit, bon, bah, nous, on veut faire un ordinateur pour tout le monde, ou on veut on veut que tout le monde puisse écouter de la musique avec juste quelque chose qu'on met dans la poche. Euh, Ils vont remettre en question est-ce qu'il y a un intérêt ou pas? Est-ce que ça va avoir un succès ou pas? Et est-ce qu'il va y avoir une acceptation ou même plus largement une appropriation? S'il y a appropriation, en fait, c'est ce qu'on appelle une validation et une transmission, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser, on va influencer les autres et au bout d'un moment, il va y avoir un phénomène social où tout le monde va l'utiliser jusqu'à un moment où en fait cette nouveauté s'intègre dans la culture. Et donc, au bout d'un moment, bah, tout le monde écoute la musique avec un iPod ou un équivalent. Vous voyez, c'est un peu cette logique-là. Et ce qui est intéressant dans cette théorie, si vous voulez, c'est qu'on centre beaucoup moins, c'est beaucoup moins important l'idée ou l'idéation, et c'est beaucoup plus intéressant le processus comme ça dans lequel ces allers-retours-là. Et vous savez, très souvent, on entend des gens qui disent, oh là là, putain, mais moi, ça, j'ai eu cette idée, j'aurais pu le sortir ce produit, quoi. Et en fait, non, tout le monde a des bonnes idées, tout le monde a même des mauvaises. Il y a même des mauvaises idées qui sont devenues des très grandes entreprises. On peut avoir un exemple, mais par exemple, Amazon,
le succès commercial qu'elle a, il est plutôt à AWS, qui est presque une opportunité, un hasard, on pourra en parler à la fin, mais parfois même c'est même un hasard, une erreur de décision qui peut amener à un succès, quoi. Donc il y a aussi cette logique de, finalement, c'est vraiment ces allers-retours qui laissent du coup la possibilité d'avoir du hasard, de la chance, des erreurs qui amènent à du succès. Et donc, on va essayer de comprendre de manière systémique cette innovation-là avec un environnement technique. Donc, c'est quoi? C'est les connaissances, c'est les outils existants, c'est l'écosystème et même les contraintes techniques, hein, à la fois environnementales et même en termes de connaissances. Cet environnement-là, il va amener soit de la frustration pour changer, soit, et donc à remettre en question, soit il va apporter des nouveaux leviers qui vont permettre à des acteurs d'innovation de s'approprier ça et d'essayer de tenter de proposer donc des entreprises, des individus créatifs ou des groupes créatifs ou des associations, etc., qui vont essayer de proposer de nouvelles choses et il va y avoir un processus d'acceptation et de diffusion de l'innovation autour d'un environnement social. Cet environnement social, c'est des influenceurs, c'est les populations cibles, c'est des clients, c'est d'autres entreprises, etc. Et si cet environnement social accepte et valide, au bout d'un moment, il va y avoir une diffusion et une intégration de l'invention en tant qu'innovation. Et on va retrouver finalement dans l'environnement technique cette nouvelle invention qui va s'intégrer et donc qui va devenir innovation et va re-influencer des acteurs d'innovation. Vous voyez, et donc on est dans cette logique-là. Et donc avec un exemple, et donc c'est ça que je voudrais vraiment que qu'on essaie de diffuser aujourd'hui comme information, c'est que l'innovation, c'est davantage c'est un compromis entre des acteurs, des environnements sociaux et un environnement technique. En fait, l'innovation, c'est un compromis entre entre le social et la technique. Et donc, avec un exemple assez rapide, voilà, on a des usages qui sont existants, écouter la musique, prendre des photos. On va avoir un outil qui apparaît, la clé USB. Et puis un jour, on va avoir le cloud qui apparaît. Des acteurs d'innovation vont venir se l'approprier, proposer une technologie qui va, dans ce compromis-là, re-influencer l'environnement social en changeant les manières de faire. Demain, ou aujourd'hui plutôt, on va se retrouver avec la musique comme ça, on a le cloud qui est maintenant qui est présent. Et donc, on va avoir des nouveaux acteurs qui vont réutiliser cette techno pour rechanger les usages. Et on se retrouve avec aujourd'hui du Spotify pour la musique. Vous voyez, ça ramène comme ça par des allers-retours. Et donc, dans cette logique-là, moi, ce que je vous incite à faire, c'est d'avoir, donc, pour faire ce compromis entre la sociale et la technique, il faut avoir de la connaissance. C'est la base, en fait. Et donc, il faut connaître l'environnement technique, analyser le marché, les concurrents, effectivement, mais ça ne suffit pas. Il faut des connaissances fortes. Il faut identifier les contraintes, il faut identifier des opportunités. Et donc, c'est de la recherche en sciences techniques. Euh, et au niveau humain, du coup, il faut aussi venir compenser. Et il faut essayer de comprendre les populations cibles, identifier pareil les leviers et les freins, avoir des connaissances sur les comportements, analyser l'activité, faire des observations, en gros de la recherche en sciences humaines. Et c'est assez marrant parce qu'en fait, contrairement aux anglo-saxons, la France a tendance à mettre beaucoup d'argent dans la recherche en sciences techniques et assez peu dans la recherche en sciences humaines. Contrairement aux anglo-saxons et contrairement maintenant aux Chinois qui mettent beaucoup d'argent dans les deux. Et dans ce compromis-là, on va avoir effectivement de la créativité sociale, mais l'idée, c'est de venir faire tester et donc dans cette logique systémique, mais pas juste de faire tester, parce qu'aujourd'hui, pareil, on va développer un outil, on va le faire tester, on va dire, OK, est-ce que ça marche pas? C'est faire tester dans la durée pour observer des processus d'appropriation et de créativité. Donc, faites tester vos produits par vos clients et essayez de capter comment votre outil peut être utilisé différemment. Et potentiellement, dans ces nouvelles manières de faire, c'est là qu'on va trouver des ruptures du marché. Et donc, pour conclure toute cette présentation, euh, l'idée, c'est que l'innovation disruptive, telle qu'on la pense actuellement, est un mythe. Pourquoi? Parce qu'on cherche à innover sans comprendre. Les humains, la sociotechnique, donc rappelez-vous, c'est les allers-retours entre le social et l'humain, la technique et l'environnement, et même l'innovation, le concept d'innovation. Et donc, maîtriser les connaissances scientifiques permet de favoriser l'innovation. Donc, l'idée, c'est pas d'être chercheur en innovation, mais d'avoir suffisamment les bonnes informations. C'est comme voilà, connaître la physique, ça aide pour anticiper des courbes, etc. Mais là, c'est pareil en fait. Et ça permet aussi de choisir les bonnes variables pour répondre correctement aux enjeux. Donc, par exemple, aujourd'hui, on a tendance à se centrer sur les technos. Donc, quand on parle de trajet, en fait, on va parler d'avion, de voiture. Alors qu'en réalité, pour comprendre pourquoi ou comment les gens pourraient changer les trajets, changer les modes de transport, il faut travailler sur le déplacement. Et donc potentiellement, idéalement, intégrer des spécialistes en sciences humaines, pas forcément à plein temps, mais de manière générale pour vous aider à mieux penser les innovations, et donc pour analyser les populations et produire de la donnée de qualité. Donc sciences humaines au sens large, hein, j'intègre aussi évidemment le design,
Mais l'idée, c'est d'avoir de la donnée de qualité aussi, ce qui est aujourd'hui problématique, ce qui manque dans pas mal d'entreprises en France. Et donc, on cherche aussi globalement à innover trop rapidement. Mais sachez que le design sprint n'a pas fait ses preuves aujourd'hui dans une logique d'innovation. Très souvent, ce qu'on produit en design sprint ne sera jamais utilisé ou est plutôt mis à la poubelle derrière, puisque finalement inadapté. Et donc, moi, je vous conseille de prendre du temps et de favoriser les nouvelles idées en continu. C'est comme ça que se produisent les meilleures innovations. Et l'idée, c'est de faire vivre les premières idées auprès de populations cibles et être attentif aux évolutions, ce que je vous dis tout à l'heure, pour résumer. Et puis enfin, on cherche à produire des outils disruptifs dès la conception, alors que la rupture, elle intervient à partir de l'appropriation sociale qui vient modifier et détourner l'outil initial. Et donc, il faut éviter la conception disruptive. Et s'il vous plaît, ne figez pas vos inventions, en fait. Faites-les tester au plus tôt et sur la durée pour créer de nouveaux usages. Et c'est ça, l'innovation. Et aujourd'hui, on peut avoir des entrepreneurs qui vont avoir une idée de base, qui vont la développer et qui vont avoir des signaux contre cette innovation. Et en fait, les meilleurs, on va dire, entrepreneurs vont facilement changer cette innovation de base et donc vont avoir plus de chances d'avoir du succès. Et enfin, pour finir, l'innovation est trop technocentrée sur des inventions et donc souvent irréalisable ou inadaptée. Or, l'innovation est un compromis socio-technique. Et donc, du coup, je vous conseille, il faut analyser et comprendre en profondeur l'ensemble des contraintes et répondre à des situations réelles. Et enfin, il faut concevoir par contrainte. Et donc, c'est ce qu'on appelle le design systémique. C'est là où on se revoit, on se rejoint avec Rémi, on discute beaucoup sur c'est ce qu'on appelle un peu le design systémique. C'est d'intégrer ces contraintes dans la conception, faire ces allers-retours pour produire des innovations qui sont des vraies innovations au sens large, quoi. Et voilà, et donc pour finir, très rapidement, je vous montre comment, par exemple, moi je travaille. On va faire une étude, des études terrain, etc. On va identifier les bonnes variables pour analyser notre sujet, ce qu'on fait en haut. Donc souvent faire intégrer des populations cibles, mais pas que, d'ailleurs, différents acteurs. Et à partir de ça, on va avoir des débuts de contraintes qui apparaissent, humaines. Et à partir de ça, moi j'aime bien intégrer des contraintes techniques. Donc par exemple, là c'était sur un outil, et ben la production d'idées, on va venir la contraindre à la fois par des contraintes humaines, des frustrations, etc., des données importantes, mais aussi par la contrainte technique, donc data, algorithmes, etc. Si on travaille en psychologie du travail, par exemple, on va avoir des contraintes juridiques. L'idée, c'est de contraindre cette idéation par des vraies contraintes et pour qu'en fait, les solutions finales en bas soient la résultante de compromis. Ce qui permet d'avoir des innovations presque sorties, finies, et qui permettent de les sortir rapidement, de les sortir tout court d'ailleurs. Et donc voilà, je vous remercie pour cette présence et de m'avoir écouté. Si vous ça intéresse, il y a mon site où j'essaie de développer un peu un blog sur les questions d'innovation et du X. Ouais, un site que je ne saurais que trop recommander de suivre, enfin que moi je suis assidûment, les articles d'Alan étant extraordinairement riches, et en plus il est tenu par beaucoup de clauses de NDA, donc il ne peut pas toujours parler de ce qu'il fait, mais là dans les questions j'espère qu'il aura le loisir de s'étendre un peu plus sur des cas, des mises en pratique et la façon dont il intervient dans les entreprises, parce que c'est assez passionnant et assez différent de ce qu'on peut connaître sur d'autres méthodologies. Merci beaucoup Alan pour ton temps et tes explications, bah voilà, 45 minutes tout pile, franchement magnifique, donc c'est parfait. Du coup, bah, il nous reste une grosse dizaine de minutes pour les questions. Et donc, bah, voilà, sans plus prendre la parole, j'invite les participants qui auraient des questions à lever la main et à soit utiliser le chat, soit même directement à ouvrir leur micro pour nous adresser leurs questions. S'il n'y a pas de questions directement, moi je vais commencer par une question. On va revenir sur peut-être un cas d'usage. Alors, sans citer le groupe, hein, parce que je sais que toi, tu es très contraint en termes de confidentialité, mais comment est-ce que, par exemple, en termes d'adoption de l'innovation, si tu peux en parler succinctement, tu interviens dans des entreprises, par exemple, pour changer des dynamiques d'adoption dans les outils? Parce que très souvent, je sais qu'il y a des personnes ici qui interviennent avec des dirigeants d'entreprise qui disent, bah, moi, j'essaie de déployer des nouveaux outils, des nouvelles plateformes, des nouvelles pratiques. Ça ne prend pas nécessairement auprès de mes salariés. Souvent, c'est parce qu'il y a des variables essentielles qui sont négligées. Est-ce que tu veux nous en parler? Exactement, en fait, la plupart du temps, alors déjà, c'est aussi ça qui est important, c'est-à-dire que les enjeux des grands dirigeants ne sont pas les mêmes que les enjeux du terrain. Et ça, c'est important de le prendre en compte, puisque finalement, puisque les meilleures technologies, en tout cas, sont celles qui vont essayer de répondre aux deux. Et donc aujourd'hui, c'est normal, les technologies sont déployées pour des objectifs managériaux. Et c'est normal. Et en fait, moi, mon travail, par exemple, c'est de partir de ces objectifs managériaux et de voir comment on peut les adapter pour ne pas avoir de rupture au niveau des usages. Donc, de manière très concrète, et c'est bosser sur des projets où en fait on a des IA qui sont développés
Mais malheureusement, ces IA, souvent, bon, c'est pour accélérer la production, donc c'est pas négatif, hein. Mais cette technologie-là a été faite de manière déconnectée des humains et on se retrouve avec finalement sur le terrain des IA qui proposent des erreurs. Et donc ces erreurs vont être très mal perçues, euh, puisqu'elles sont presque perçues comme concurrents des populations cibles. Et en plus, ces IA obligent les salariés à changer leur manière de travailler pour finalement un résultat qui est pas vérifié. Et donc, comment on a fait par exemple sur un projet, en fait, on a vu comment repartir de cette technologie-là qui était là pour proposer des nouvelles solutions directement acceptables par les populations. Et on a vu comment créer un dialogue finalement entre cette IA et les populations pour finalement redonner le contrôle aux populations expertes, leur faire gagner du temps, mais en étant plutôt une IA de dialogue et de proposition de nouveaux chemins, on va dire, plutôt en résolution de problèmes. Et là, on trouve de l'adoption. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve avec un outil qui était presque de se dire, bon, bah, en fait, l'IA, on est en train de faire améliorer l'IA, puisque finalement, on l'utilise et on doit dire si c'est bien ou pas bien, avec un système où on dit, bah, faites vous-même. Et quand vous êtes dans une situation où vous n'y arrivez plus, générer une demande avec l'IA pour voir comment potentiellement l'IA peut vous amener sur d'autres chemins. En fait, l'IA est passée d'un outil presque de concurrent avec la population Directif. Ouais. cible à un outil de créativité. Et là, en fait, on Mhm. change totalement de paradigme Ben, on retrouve la dynamique que tu présentais. et En on fait, on retrouve la retrouve dynamique. ces Et en allers-retours, quoi. plus, on gagne à la fois, en fait, à la fois les salariés sont contents puisque finalement, on leur rajoute une aide. Ils restent experts, donc ils restent, c'est eux qu'on contrôle. Et en fait, à la fin, derrière, on a montré qu'on réduisait sur les cas complexes le temps, puisqu'en fait, l'IA permettait de trouver des nouveaux chemins que l'humain, à force de toujours fonctionner de la même manière, n'allait pas exploiter. Et donc, en fait, tout le monde était gagnant. Et même l'entreprise était gagnante à la fois, parce qu'on a réduit le temps des itérations de la production, mais en plus, n'a pas jeté à la poubelle parce que avant que j'arrive, on n'était pas loin de jeter à la poubelle cette IA développée à plusieurs millions d'euros. Donc il y a aussi ces enjeux-là ouais, qui arrivent souvent. Une super question, Yanis, pour le chercheur que tu es. Par quels moyens est-ce que tu permets la réception des feedbacks utilisateurs afin que l'organisation puisse réaliser le pivot nécessaire? Donc, comment est-ce qu'on sait, comment est-ce qu'on observe, comment est-ce qu'on peut valider? C'est quoi les bons indicateurs pour se dire finalement, je me fourvoie, faut que j'abandonne mon intention première et que je parte plutôt dans des usages que je n'avais pas prévus, mais que j'observe à Donc là, travers l'exploration des c'est utilisateurs. une très bonne question parce qu'aujourd'hui, on est un peu, on voit l'influence des sciences humaines et à la fois le côté un peu négatif, puisque finalement, ça manque un peu d'experts. L'erreur, c'est d'aller demander aux gens ce qu'ils veulent. Ça, c'est clair, de toute façon. L'erreur, c'est de demander aux gens ce qu'ils veulent. Et effectivement, vous amenez une IA, vous demandez est-ce que vous êtes content qu'il y ait une nouvelle IA, les gens vont dire non. Donc, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, de manière générale, de toute façon, quand on s'intéresse au comportement humain, c'est de pas demander ce qu'ils veulent ou ce qu'ils pensent. L'idée, c'est plutôt de voir comment ils peuvent utiliser ça comme une ressource. Donc, c'est là, tout à l'heure, quand tu parlais de feedback, déjà, moi, ce que je conseille, c'est d'essayer de comprendre comment les gens travaillent. Quand on veut développer, accompagner des innovations sur le travail, ou de manière générale, comment les gens font actuellement. Et une fois qu'on comprend, on essaie de comprendre comment ils font, on essaie de voir comment ils peuvent s'approprier cette techno. Donc ça passe par des tests, ça peut être des ateliers. En fait, il n'y a pas de recette miracle. En fait, ça dépend du temps aussi qu'on a, des ressources. Ça dépend si notre population elle est un peu plus, elle est disponible ou pas. Plus elle est disponible, plus il faut laisser un peu un bébé brut et voir comment les gens jouent avec, quoi. Sans obligation. L'erreur, c'est de sortir une techno pas finie et de demander aux gens de l'utiliser pour leur travail. Donc ça, vous demandez aux gens de dégrader leur activité. Donc là, en plus, vous créez presque un conflit, puisque finalement, on dit, bon, en fait, nous, notre travail maintenant, c'est d'améliorer une techno qui va demain nous remplacer. Donc l'idée, de manière générale, c'est de laisser vivre ces innovations, de laisser le test sans pression, c'est-à-dire potentiellement même de sortir une version qui n'est pas finie, voire juste de présenter les concepts et de demander aux gens comment ils pourraient s'en servir, mais pour les aider eux-mêmes. Mais globalement, en fait, ce qu'on appelle un peu de la triangulation méthodologique, c'est-à-dire en fait, il faut à la fois discuter avec les gens pour comprendre leur travail, observer comment ils travaillent, créer parfois des ateliers pour construire de nouveaux savoirs et les faire tester. Donc en fait, c'est ça aussi, là, on va dire, la richesse des sciences humaines. Vu que c'est des notions qui sont assez complexes, en fait, un seul type de feedback est forcément mauvais, en fait. Et donc l'idée, c'est de venir croiser ces feedbacks
pour essayer de créer, encore une fois, un compromis entre tout ça. Mais là, voilà, l'idée, c'est de faire tester sur la durée et de laisser vivre des compromis, en fait. Accepter aussi que votre techno, elle peut changer. Une question politique dans la lignée de ta réponse et qui va être la suite logique. Bien souvent, le dirigeant est celui qui veut le moins de changements dans son organisation. Il ne se rend alors pas compte que l'innovation qu'il demande va être très limitée, voire se limiter à de la com et n'aura pas de réel bénéfice opérationnel. Du coup, comment lui faire comprendre qu'innover sans prendre ce risque d'aller au-delà de la demande initiale et de se laisser surprendre par les utilisateurs, de repivoter, de changer la notion de base, comment est-ce que toi tu fais passer cette idée? Parce que toi, en plus, en tant que consultant indépendant, tu as en face de toi des décisionnaires qui peuvent avoir des idées très arrêtées et des intentions très claires. Comment est-ce que toi, tu leur vends cette idée que non, ça va émerger et on peut se faire surprendre dans le processus? Comment on arrive à faire passer ça? En fait, aujourd'hui, il faut savoir que je dirais que c'est la moitié de mon travail, en fait. Et c'est ça aussi et c'est peut-être ça aujourd'hui, quand j'arrive sur une mission, c'est déjà, en fait, alors il y a deux choses. Moi, comment je fais sur la pratique, c'est que j'arrive à créer souvent une confiance assez forte avec les populations cibles, ce qui fait que en fait, ça va avoir un effet. C'est-à-dire qu'en fait, ça va rassurer le dirigeant en se disant: «Putain, moi, j'en ai mis des consultants sur du changement de comportement, en tout cas sur de la conduite du changement. Et à chaque fois, en fait, bon, c'était un peu froid. Et là, on se retrouve avec quelqu'un où ça remonte en disant: ah, il essaie vraiment d'essayer de comprendre ce qu'on fait. Donc déjà aussi, il y a une confiance. Et ça, c'est une vraie preuve au niveau des dirigeants qui disent: ah, mais en fait, on a quelqu'un là, ou en tout cas, on a des méthodes qui essayent vraiment de comprendre. Et donc après, ça passe par, là, il n'y a pas vraiment de réponse toute faite, hein, ça passe par des échanges, mais il y a un travail de reconstruction, effectivement, avec les dirigeants. Et parfois, c'est pas grand-chose, en fait. En fait, là, il y a deux questions dans ta question. Il y a aussi une question sur l'organisation. En fait, en France, aujourd'hui, dès qu'on parle d'organisation et de changement organisationnel, on va avoir des dirigeants qui ont extrêmement peur. Et là, on est sur aussi un enjeu presque de manque de culture organisationnelle, puisque finalement, on va avoir des dirigeants qui vont à la fois nous expliquer qu'on va changer de techno et à la fois vont expliquer qu'il ne faut pas changer l'organisation. Donc, il y a aussi un travail presque de pédagogie en disant, mais en fait, dès qu'on change d'outil, on change d'organisation. Et un outil de travail, c'est un outil organisationnel. Donc voilà, il y a pas vraiment de bonne réponse, mais il y a ces allers-retours pour essayer voilà, à la fois aussi acculturer les dirigeants en leur expliquant et finalement, ce n'est pas négatif. Puisque un exemple typique, quand il y a eu le Covid, finalement, les entreprises sont assez bien adaptées au travail, pourtant forcé en télétravail. Je ne dis pas que c'est parfait, mais en tout cas, on voit que finalement, la flexibilité, c'est le propre de l'humain, quoi. Donc voilà, l'idée, c'est encore une fois des allers-retours, mais aussi, finalement, d'essayer de passer du temps à essayer, en gros, en tout cas, de convaincre et de changer aussi un peu les mentalités. En fait, c'est pour ça que je suis psychologue social, en tout cas, c'est que, en fait, l'idée, c'est de voir les deux et de trouver un compromis qui n'est ni ce que voulait à la base le dirigeant, ni ce que voulait idéalement, et c'est pas grave, l'utilisateur final. Et en fait, on va essayer de trouver une solution dans le compromis. Et c'est là, en fait, tout mon travail. C'est pour ça qu'on parle de compromis. Une remarque de Quentin à ce sujet, qui en fait est indirectement la réponse à une autre question de Laurent Didier. Donc Quentin, qui en tant que responsable innovation, dit en fait il faut convaincre de consacrer assez de ressources aux démarches d'innovation parce qu'on attend des résultats des équipes d'innovation avant de les doter davantage de moyens, ce qui en limite les capacités dans les projets. Et ce qui, à mon sens, me paraît une très bonne réponse à la question de Laurent Didier, c'est-à-dire à savoir comment se fait-il qu'en matière d'innovation, on observe un tel décalage entre le dogme prétendu des généralisations des approches du design thinking et la réalité? Moi, à titre personnel, je dirais souvent qu'en fait, effectivement, et d'ailleurs, moi, comment dire, c'est une sélection systématique que je fais dans les projets que j'accompagne, c'est que les gens pensent à la conception, mais pas à la production. Et donc, en fait, sous prétexte de faire des pilotes ou des tests ou de la sensibilisation, ils bidouillent, ils font des choses, mais au moment où il faut justement faire du test en batterie, faire de l'amélioration, faire de l'expérimentation sociale, améliorer et puis implémenter et suivre la roadmap, c'est-à-dire le vrai effort. Moi, je dis toujours, ce budget d'accompagnement de l'idée jusqu'au go-to-market, il est peut-être 10 ou 15 fois supérieur au seul budget de conception. Là, curieusement, ils prennent la pleine mesure de ce que ça représente vraiment. C'est pour ça d'ailleurs que l'entrepreneuriat s'y prête généralement bien mieux comme terrain, parce que l'entrepreneur doit faire arriver le go-to-market faute de mourir s'il ne le fait pas, quand l'entreprise dit ah non, non, mais là, on a fait un sprint, on a fait un machin, on a bidouillé, on a testé des trucs. Bon, finalement, c'est le boulot de personne de le faire advenir. C'est pas très grave. On va prendre la question de Vincent, mais je vois que Violaine a levé la main, peut-être pour nous passer une information importante. Ben, on arrive à la fin du temps, donc on peut prendre la question de Vincent, Allez, mais je sais que vous avez
envie de rester, mais avant que tout le monde parte, moi j'ai quelques infos à vous passer. Donc on peut Alors, on faire va la prendre la question. question de Vincent. Après, C'est tu nous ça, passes les infos. Et si Alan est disponible, on va continuer à répondre aux questions. parfait. Vincent demande, et ça, c'est Alan, c'est bon pour ta veille ou ton radar. Donc, est-ce que tu as des grands groupes ou des entreprises qui te semblent avoir adopté finalement des bonnes organisations ou des bons process, tu vois, sur cette idée de faire diffuser, observer, corriger les produits en fonction des usages? Est-ce que tu as connaissance, toi, de retours d'expérience d'organisations qui apparemment sont plutôt douées dans cette approche? C'est une bonne question. Française, à ma connaissance, j'en ai assez peu. D'accord. C'est plutôt des méthodes anglo-saxonnes. On fonctionne beaucoup les Google, on fonctionnait comme ça. Alors, ça n'a pas que des avantages aussi, hein, ils ont leurs défauts aussi. Mhm. Mais en France, je dirais, et pourtant j'ai travaillé avec un des groupes comme même Decathlon. En fait, bon, Decathlon, il y a différentes organisations chez Decathlon, en fait. Donc, il y a des endroits, oui, effectivement, chez Decathlon, où j'ai pu voir des choses assez intéressantes, euh, avec beaucoup de liberté et de tests, en fait. Mais globalement, aujourd'hui, non, c'est ça qui est assez fou sur l'innovation, et c'est pour ça que j'enclenche même un travail de recherche là-dessus. C'est que paradoxalement, en fait, on est très, très éloigné de bonnes pratiques. Et tout à l'heure, on parlait même de design thinking, comment elles sont rentrées dans les entreprises. Le mot design thinking est rentré dans les entreprises. La culture, entre guillemets, le mot design est rentré dans l'entreprise. Mais dès que vous mettez les mains dedans et que vous vous intéressez vraiment au sujet, en réalité, aujourd'hui, design thinking, c'est on fait un prototype, on regarde 2 secondes, on fait un prototype, on teste, et en fait, même ça, en termes d'analyse, ça sera pourrait être un autre sujet, mais ça, c'est pas de l'UX ou c'est pas du design. C'est pas du design thinking. Ça, c'est ce qu'on appelle des méthodes itératives qui sont des années 60, qui sont des méthodes d'ailleurs d'ingénieurs. Mais finalement, analyser à peu près, faire un prototype et tester, ce n'est pas du design thinking. Donc, on a aussi ça qui est assez intéressant, c'est que finalement, même quand on a un mot, ou en tout cas cette mode qui est apparue d'intégration des vraies méthodes design, en réalité, les méthodes qu'on applique réellement ne sont pas les méthodes design, ce sont plutôt des méthodes de 20 ou 30 ans en avant, des années 60, ce qu'on appelle la conception itérative, les normes ISO des années 60. Et donc, en fait, ça qui est aussi intéressant, c'est que on vend des concepts et qui ont perdu de leur substance. Donc, aujourd'hui, on va avoir des gens qui vont vendre toujours les mêmes ateliers, le fameux design sprint, qui font 2, 3 interviews, on demande aux gens ce qu'ils veulent, ils développent, et puis à la fin, en fait, personne n'utilise, quoi. Donc, c'est ça aussi c'est un peu pour ça que j'en parlais au tout début, des fameux coachs en innovation. Mais comme on peut avoir finalement toutes les approches de certains coachs, hein, il y a pas que je dis pas que les coachs sont mauvais, mais vous voyez, c'est côté coach de, bon, finalement, on applique ça, il y a une méthode à appliquer, alors que finalement, c'est plutôt de l'analyse de compréhension. Et il y a moins de réponses que finalement ce truc un peu de réponse toute faite, ou Le cette méthode Graal, toute la faite. panacée, hein, la tentation de la panacée, la solution universelle qui marche à tous les coups, la fameuse martingale qu'on trouvera ni dans l'innovation ni ailleurs. Violaine, donne-nous toutes les informations qu'il ne faut pas qu'on ignore pour finir cette année en beauté. Et après, promis, on prend des questions additionnelles. Alors, donc désolée de jouer la rabat-joie parce qu'effectivement, c'est C'est passionnant et notre je comprends que rabat-joie ça génère préféré, beaucoup de Violaine. questions. Donc déjà, merci beaucoup, Rémi et Alan d'avoir mis sur pied ce format et je tenais aussi à insister sur, le fait que vous ayez, pu le faire en distanciel parce que c'est vrai que les événements du Club Inno sont à Paris et on a vu, au début qu'il y avait des gens d'un peu partout qui avaient pu s'ouvrir à ce format grâce à ça. Donc merci beaucoup. On va en faire Merci plusieurs aussi, l'année prochaine. On va reproduire ce ouais. format, en faire plusieurs dans le courant de l'année prochaine. C'est vraiment complémentaire, de ces moments partagés à Paris. Donc je vous remets dans la conversation les prochains événements Alumni à venir. Donc on a vu qu'on avait des gens de Rennes, donc la prochain événement rennais, c'est le 11, juin, dans l'école sur, une conférence avec une personne de Carbone 4. J'ai vu qu'il y avait des gens de Nantes, donc on a un after work à Nantes la semaine prochaine. Des Parisiens, il y a le Club Gaming qui fait une session de playtest pour tester en avant-première des jeux vidéo la semaine Ah prochaine. ouais, je pourrais pas en être, je suis dégoûté. Franchement, allez-y, ça va être énorme. Mais il y a plein de possibilités, donc n'hésitez pas à consulter, l'agenda, il est bien rempli avant l'été. Et donc je vous rappelle aussi que, actuellement on est en période d'élection. Tous les 2 ans, l'association Alumni renouvelle ses instances. Donc tous les diplômés peuvent voter avant le 4 juin, donc il vous reste une petite semaine. Et je sais qu'on a quelques candidats qui étaient connectés aujourd'hui, notamment, Rémi. Donc, voilà, si les candidats peuvent, lever la main pour être identifiés. Je sais qu'on avait,
Donc Rémi, j'ai vu passer Argent et Ségolène. prospérité pour tous, si vous votez Voilà. pour moi. Parce que c'est pas toujours évident de savoir pour qui vous votez. Donc là, c'est l'occasion d'identifier et de mettre un nom sur les personnes. Et je vous repasse la parole pour les questions additionnelles. Merci beaucoup, Violaine. Je me permets également de mettre dans le chat l'ensemble des liens qui mènent vers les ressources des événements passés du Club Innovation, hein, pour les personnes que ça intéresse. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des commentaires ou des questions relatifs à ce sujet? Les extérieurs peuvent voter, Laurent? Non, non, malheureusement, il faut être cotisant. Eh bah oui, on peut pas. Voilà, voilà, on est ouvert sur les événements, mais le vote, on fait ça entre nous. Et diplômé de l'école, ouais. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais bon, tu peux reprendre tes études. Viens faire un MBA chez nous, Laurent, Exactement. et tu pourras voter. Aucun problème. Exactement. Parfait. Est-ce que nous avons d'autres questions pour finir? Est-ce que je pourrais transmettre les slides aux participants, Alan, de ta Oui, bien sûr. présentation? Oui, Ah, oui. super. Bon, bah, vous la retrouverez en PDF dans le lien de partage là que j'ai mis là, et je vous la ferai parvenir par mail également à l'ensemble des personnes inscrites. Eh ben, ma foi, les ventres gargouillent. Voilà, il est 12h10. N'hésitez pas à aller vous inscrire. Il y a une newsletter sur ton site maintenant, Alan? Pour Non, pas être encore. prévenu quand... Ah, il faut, hein, pour Non. être prévenu quand tu sors des articles de blog. Donc, Ah n'hésitez si, pas alors à du coup, suivre Alan. ouais, je suis en train de le Ouais, faire. Je suis en train de le faire. donc, suivez Alan sur les réseaux, observez bien son contenu, c'est toujours passionnant. Merci à lui énormément d'être venu nous parler aujourd'hui. Voilà, bah, je vois qu'il y a beaucoup de personnes semblent avoir apprécié cet événement. Et du coup, bah, je ne vous donne, on dit passionnant. Voilà, merci à toi, Alan, merci beaucoup. Merci. Bah, je n'ai pas de date ultérieure à vous annoncer puisque mes condisciples et moi-même n'avons pas encore décidé du programme de la saison prochaine, laquelle reprendra vraisemblablement en septembre. Voilà, donc ça a été une nouvelle fois une saison très très agréable à passer avec vous toutes et vous tous. Et donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent été avec, on espère, un meilleur climat, voilà, une meilleure météo que celle qui se présente, hein, un peu plus de soleil peut-être. Voilà, un bon repos estival. Et vous retrouvez en pleine forme, du coup, en septembre prochain pour notre nouvelle saison. Donc, très bonne continuation à toutes et à tous. Très bonne fin d'année, enfin, d'année scolaire, j'entends. Et puis, à la rentrée, du coup, à la rentrée prochaine. À bientôt. Merci. Merci.